Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Bonjour, dans le cours qui va suivre, nous allons voir maintenant, en guise d'application des notions que nous avons vues jusqu'à présent, quelques notions concernant la détection de la radioactivité, que ce soit pour réaliser de la détection de contamination, que ce soit pour mesurer du débit de dose, et donc là nous nous référerons aux notions que nous avons vues concernant la dosimétrie, et puis concernant la possibilité d'utiliser la radioactivité pour faire des images qu'on appelle l'image scintigraphique et qui s'intègrent dans le cadre plus général de l'imagerie médicale. Donc lorsqu'on parle de détection de la radioactivité, cela recouvre en fait plusieurs objectifs différents et la liste qui suit n'est pas exhaustive. On peut tout d'abord vouloir simplement détecter la présence de radioactivité. C'est ce qui se passe lorsqu'on suspecte une contamination, par exemple, par une source radioactive. Eh bien, les détecteurs, à ce moment-là, doivent être extrêmement sensibles. On leur demande de dire s'il y a ou pas de la radioactivité dans l'environnement. Au-delà de cette simple détection, on peut souhaiter quantifier la radioactivité présente. Ceci ajoute une dimension supplémentaire. Il s'agit cette fois d'évaluer la quantité et donc de chiffrer la source radioactive en termes de radioactivité, à la fois en nombre de becquerels présents et à la fois en termes de débit de dose. Et là, on aura deux problématiques différentes. Quantifier la radioactivité présente et quantifier la quantité de rayonnement que cette radioactivité émet dans l'environnement. Et puis enfin, troisième objectif que nous développerons, et qui là recouvre l'activité diagnostique médicale, lorsqu'on veut, chez un patient, faire l'image de la répartition d'une molécule radioactive dans l'organisme d'un patient. Il s'agit donc là de cartographier la façon dont la radioactivité se distribue dans un volume, qui est le volume source, et qui, en médecine, correspond à un patient chez qui l'on a injecté un médicament radioactif, l'objectif étant bien sûr de faire du diagnostic. D'une façon très générale, lorsqu'on souhaite détecter la présence de radioactivité, le principe, étant donné que rien ne permet de percevoir les rayonnements, que ce soit les rayonnements gamma ou que ce soit des rayonnements particulaires, qui sont, vous le savez, potentiellement dangereux, mais pour lesquels les organes des sens, et notamment la vue, ne sont pas sensibles. Il faut donc, pour détecter la radioactivité, transformer l'énergie des rayonnements en un signal exploitable. Eh bien, le plus simple à concevoir, c'est ce qu'on appelle la chambre d'ionisation, ou plus exactement les détecteurs à gaz, dont nous allons voir les principales caractéristiques. Le principe d'un détecteur à gaz est extrêmement simple. On a à l'intérieur d'un tube parfaitement étanche, ou d'une chambre, ou d'un volume, disons une enceinte, dont la géométrie peut être variable, on a un gaz sensible au rayonnement ionisant qui vont dissocier les molécules de ce gaz en électrons d'une part et ions positifs d'autre part. À l'intérieur de cette enceinte est placée une électrode positive et entre la paroi de l'enceinte et cette électrode positive, on génère une haute tension de sorte que les ions générés à l'intérieur de l'enceinte seront accélérés, les électrons vers l'électrode positive et les ions positifs vers l'enceinte chargée négativement. En réalité, les électrons ont une mobilité beaucoup plus grande que les ions positifs et
pour des tensions relativement faibles, ce seront essentiellement les électrons qui seront collectés, et ce en fonction du nombre d'ionisations générées à l'intérieur de l'enceinte. Les électrons recueillis dans le circuit extérieur sont à l'origine d'un signal électrique que l'on peut traiter ensuite et qui permettra donc de détecter et éventuellement de caractériser le rayonnement qui a traversé le détecteur à gaz. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à l'intérieur d'un tel détecteur, les phénomènes générés et les charges collectées sur l'anode seront différents selon l'importance de la tension appliquée aux bornes du détecteur. En fonction d'une tension croissante, on voit que les charges collectées lorsqu'il y a une interaction à l'intérieur de la chambre à gaz vont évoluer de manière différente. Entre le point O et le point A, en fait, il ne se passe rien, c'est-à-dire que les molécules ionisées vont immédiatement se recombiner, la tension appliquée n'est pas suffisante, et on n'enregistrera donc aucun signal électrique. Dans la zone A à B, qui est ce qu'on appelle le régime de chambre d'ionisation, tous les ions générés et les électrons primaires sont collectés. Il y aura donc exactement autant de charges collectées que de particules traversant le volume détecteur, sans phénomène d'ionisation secondaire. Ceci correspond à un compteur permettant une détection très fidèle des interactions, mais relativement peu sensible. Entre les points B et C, on parle de régime de compteur proportionnel parce que les électrons primaires sont suffisamment accélérés pour provoquer une ou plusieurs ionisations secondaires, dont le nombre reste directement proportionnel au nombre de particules incidentes. On a donc un effet de multiplication qui permet d'accroître la sensibilité du détecteur, mais qui permet encore de quantifier ce qui se passe à l'intérieur. C'est donc le régime idéal pour mesurer un débit de dose et faire de la dosimétrie. La zone C et D est une zone impropre à la détection parce que dans cette gamme de tensions, eh bien, les électrons primaires et secondaires sont suffisamment énergétiques pour exciter les ions positifs qui se désexcitent en réémettant des photons, lesquels photons vont à nouveau générer au niveau de la cathode l'apparition d'électrons par effet photoélectrique. Il y a donc une surmultiplication du nombre d'électrons, perte de la proportionnalité par rapport à l'énergie déposée, et donc c'est une zone qui n'est pas utile sur le plan de la détection. Et puis enfin, si on utilise des tensions très élevées, de la zone D à E, on est dans ce qu'on appelle la zone de compteur Geiger-Müller, ou le régime d'avalanche, et ceci est caractérisé essentiellement par le fait que la décharge par l'intermédiaire des photons se propage dans tout le volume du compteur. Quelle que soit la nature de la particule, quelle que soit son énergie, on obtiendra le même signal et donc la même impulsion électrique. Ceci signifie que une ou plusieurs particules simultanées donnent le même signal. En régime Geiger-Müller, et ce compteur a été rendu célèbre dans la littérature, y compris les bandes dessinées, donc c'est le compteur que tout le monde évoque lorsqu'on parle de radioactivité. Mais en régime Geiger-Müller, on met en évidence le passage de une ou plusieurs particules sans pouvoir ni les identifier, ni quantifier leur nombre, ni quantifier leur énergie. Donc le seul avantage du régime Geiger-Müller, c'est qu'il donne une sensibilité extrême. Le moindre événement, le moindre rayonnement qui va traverser le compteur donnera un signal. Et donc ceci permet de détecter avec une très grande sensibilité, mais ne permet absolument pas de quantifier. Autrement dit, lorsqu'on utilise un compteur Geiger-Müller, le fait de détecter et d'avoir un signal très intense ne signifie pas qu'il y a beaucoup de radioactivité dans l'environnement, et c'est souvent à l'origine d'une confusion concernant ce qu'on détecte.
Lorsqu'on souhaite maintenant non seulement détecter, mais quantifier la radioactivité, il est clair que ceci complique les choses puisqu'on introduit une dimension supplémentaire. Nous venons de voir qu'un compteur à gaz permettait, dans une certaine gamme de tensions appliquées à ces bornes, de mesurer un débit de dose. Et c'est ce qu'on utilisera pour détecter les rayonnements gamma avec un appareil qu'on verra sur la diapositive suivante qui est la babyline. Et c'est aussi ce qu'on peut utiliser pour détecter des rayonnements bêta et alpha, mais compte tenu du très faible parcours de ces particules dans la matière, vous vous en souvenez, eh bien il y a nécessité là d'utiliser un détecteur de surface, c'est-à-dire de se mettre quasi au contact de la source, c'est-à-dire de la surface contaminée en général, et vous en avez un exemple reproduit ici. Cette espèce de fer à repasser s'applique sur les surfaces contaminées et permet de détecter des particules chargées qui ne parcourent dans l'air que quelques millimètres ou quelques centimètres. Lorsqu'on veut par contre mesurer non pas le débit de dose émis par une source radioactive, mais la source radioactive elle-même, à ce moment-là, il faut recourir à un appareil différent qui est ce qu'on appelle un activimètre. L'activimètre est constitué d'un puits et ce puits est entouré du détecteur qui peut être une chambre à gaz ou qui peut être un cristal scintillant comme nous le verrons plus loin. On introduit donc la totalité de la source, ce qui suppose qu'elle n'ait pas un volume trop important. C'est ce qu'on fait en médecine, par exemple, lorsqu'on quantifie l'activité à l'intérieur d'une seringue que l'on s'apprête à injecter à un patient. Et le principe d'un activimètre, c'est que sa géométrie, on le conçoit facilement, fait qu'on va recueillir les rayonnements émis dans toutes les directions de l'espace par la source. Et moyennant une opération préalable d'étalonnage, on est capable de quantifier le nombre de becquerels à l'intérieur de la source. Je voudrais insister pour dire que lorsqu'on quantifie ainsi la quantité de radioactivité en becquerels dans une source, eh bien, il n'y a pas forcément de corrélation avec le débit de dose qu'on mesurerait à distance avec un appareil de type babyline, puisque bien évidemment, la relation entre l'activité et le débit de dose dépend de la nature des rayonnements émis, de leur énergie et de la distance à laquelle on se place pour mesurer le débit de dose. Vous avez ici, à gauche, l'appareil que l'on appelle une babyline. Le capot noir à l'avant est un capot qui recouvre, qui emballe la chambre à gaz, dans laquelle on a placé du gaz, du xénon ou un autre gaz potentiellement ionisable par les rayonnements. Et ensuite, vous voyez que le signal électrique généré à l'intérieur de la chambre à gaz est converti en signal qui fait dévier un galvanomètre et celui-ci peut être gradué directement en micro ou millisievert avec une possibilité de changer d'échelle. Donc ceci permet de mesurer le débit de dose gamma à une certaine distance de la source. Si on enlève le capot noir, ce détecteur peut être utilisé éventuellement comme détecteur de particules chargées en se plaçant tout près. Vous avez sur l'image de droite un autre exemple d'un détecteur qui, sur le même principe, permet de détecter le débit de dose au contact des containers. Il s'agit là de containers soit de sources radioactives, soit de déchets radioactifs, et on vérifie que le débit de dose est inférieur aux normes requises pour transporter de tels containers contenant de la radioactivité. Donc, après ce préambule, pour distinguer la mesure d'une source radioactive en becquerel au moyen d'un activimètre, pour poser le principe de la quantification d'un débit de dose à distance, eh bien, abordons maintenant l'essentiel de ce qui va nous préoccuper, à savoir
l'imagerie médicale. Comment peut-on utiliser pour faire du diagnostic la radioactivité chez des patients? Eh bien, disons d'entrée de jeu que nous allons avoir à envisager deux types d'appareillage bien différents, puisque en médecine, on peut utiliser des émetteurs de simples photons gamma. Vous vous souvenez de l'émission gamma qui est un phénomène de désexcitation nucléaire. Eh bien, on peut utiliser ce phénomène pour enregistrer la radioactivité injectée à un patient, et ceci nécessite l'utilisation de ce qu'on appelle des gamma-caméras. Et on peut aussi marquer les molécules injectées au patient par des émetteurs de positons, actuellement essentiellement le fluor 18, mais bientôt d'autres comme le gallium 68. Et là, ce qu'on va détecter, ce sont les photons d'annihilation, et la détection de ces photons d'annihilation et donc des molécules marquées par des positons se fait au moyen de ce qu'on appelle des caméras à positons. Voyons tout d'abord le principe général, quel que soit le marqueur utilisé, de l'imagerie scintigraphique. Tout d'abord, il faut bien comprendre que le signal que l'on va détecter est la radioactivité liée à une molécule qui a des propriétés biochimiques bien particulières. Donc, visualiser la distribution de cette molécule revient à faire, entre guillemets, de la biochimie in vivo, de la biochimie chez l'individu par détection externe au moyen d'une caméra. On utilise donc une molécule radioactive qui, étant injectée en général par voie intraveineuse, est un véritable médicament et qu'on appelle donc un radiopharmaceutique. Ce radiopharmaceutique, en fonction de ses propriétés biologiques, se distribue dans l'organisme avec une distribution spatiale et une évolution dans le temps qui est particulière et qui dépend justement de ses propriétés biologiques. Cette biodistribution et son évolution au cours du temps renseignent donc sur des processus biochimiques et des processus cellulaires, donc sur le fonctionnement des organes et les éventuelles perturbations générées par les maladies, puisque on étudie des patients qui présentent une pathologie que l'on souhaite explorer. Donc c'est un moyen de faire de manière non invasive des études concernant la pathologie et la physiopathologie des maladies. Le problème, bien sûr, est de visualiser la distribution de cette molécule radioactive dans l'organisme et de visualiser également son évolution au cours du temps. Bon, ce dernier point est facile à comprendre. Il suffira de répéter les images, les acquisitions au cours du temps. Vous avez ici, par exemple, une image obtenue en administrant au patient une molécule marquée par du technétium 99M et qui a la propriété de se fixer sur le squelette. Et là, vous voyez très nettement indiqué par la flèche rouge une hyperfixation sur le fémur droit qui est très franchement pathologique par comparaison avec le fémur gauche. On peut donc en déduire qu'il existe à ce niveau une anomalie du métabolisme osseux et en tirer certaines conclusions concernant la pathologie, par exemple la présence de métastases d'un cancer. Ici, vous avez, en utilisant un autre traceur radioactif, qui est un analogue d'une hormone radiomarquée, qui a la propriété de se fixer sur des récepteurs exprimés par certaines tumeurs, et on peut ainsi faire la cartographie des localisations de la maladie. Voici, indiquées par les flèches, des localisations pathologiques
c'est-à-dire des métastases du cancer que présente le patient. Voyons dans un premier temps comment faire la détection et l'imagerie utilisant des rayonnements gamma avec ce qu'on appelle la gamma caméra. Le problème, très clairement, consiste, d'un point de vue technique, à transformer l'énergie véhiculée par les photons gamma en une forme mesurable et exploitable, c'est-à-dire quantifiable, de cette énergie. En pratique, ce qu'on sait faire, ce qu'on sait traiter avec de l'électronique, c'est un courant électrique. Donc le problème se résume à convertir l'énergie des photons gamma en un signal électrique. On peut schématiser la succession des opérations lorsqu'on fait de l'imagerie scintigraphique par la séquence suivante. On injecte le produit au patient par voie intraveineuse. Ce produit va se distribuer dans l'organisme en fonction des propriétés biologiques de la molécule. Et ensuite, une fois que la molécule est distribuée ou fixée dans les différents tissus, eh bien, la radioactivité est émise dans toutes les directions de l'espace, c'est-à-dire, vous vous en souvenez, dans un angle solide de 4π stéradians. Et ce sont les centres d'émission des photons gamma que l'on souhaite visualiser et cartographier, puisque l'information recherchée est de savoir où s'est localisée la molécule dans l'organisme. Mais vous vous souvenez que les photons gamma à l'intérieur d'une source comme un patient, qui est une source diffusante, puisque constituée avant tout d'eau ou d'équivalent eau, il va y avoir des phénomènes de diffusion Compton, et donc on visualisera aussi avec la caméra les photons diffusés, qui renseignent non plus sur les centres d'émission, mais sur ce qu'on appelle les centres de diffusion, et qui correspondent bien sûr à des informations erronées. Quoi qu'il en soit, on va enregistrer avec la gamma caméra à la fois les photons directs et les photons diffusés. C'est ce qui correspond à l'étape de détection. Et cette détection n'est pas suffisante, puisqu'il faut ensuite arranger les informations recueillies pour en cartographier la distribution spatiale en réalisant ce qu'on appelle une image scintigraphique. Et cette étape de construction de l'image est une complication par rapport à la simple détection telle que nous l'avons vu préalablement avec les détecteurs à gaz. L'étape suivante est notée pour mémoire. Une fois qu'on a obtenu l'image scintigraphique, bien sûr, le but est d'en faire une interprétation médicale pour le diagnostic, mais ceci déborde le cadre du cours ici. Ceci est la même chose, mais représenté sous forme de schéma, sous forme visuelle. Les petites étoiles rouges à l'intérieur d'une coupe du patient représentent l'accumulation des molécules radioactives injectées dans tel ou tel organe, peu importe. Et c'est cette accumulation de radioactivité que l'on veut représenter sur l'image scintigraphique. Eh bien, vous voyez que les difficultés qui vont se présenter sont d'une part l'émission dans toutes les directions de l'espace, et lorsqu'on détectera un photon avec la caméra, un problème sera de savoir dans quelle direction ce photon a été émis et d'où il arrive sur le détecteur. Et puis la deuxième difficulté qu'il faut résoudre, c'est l'élimination des rayonnements diffusés. Vous avez visualisé sur la droite un centre de diffusion. Le photon réémis en couleur mauve sera éventuellement détecté, mais ne correspond bien sûr pas à une information utile. Il va donc falloir éliminer, autant que faire se peut, les photons diffusés par effet Compton à l'intérieur de la source. Alors actuellement, nous sommes en train de vivre l'évolution des caméras utilisées jusque-là, des gamma caméras dites d'Anger, du nom de M. Anger qui les a inventées, et puis les caméras qui arrivent maintenant, qui sont les caméras dites à semi-conducteurs. Le principe de la caméra d'Anger n'a pas changé depuis son invention donc par M. Anger.
Simplement, ces caméras ont été largement perfectionnées, mais le principe reste toujours celui d'une conversion de signal en deux temps. Dans un premier temps, le photon gamma est converti en photon lumineux dans un détecteur que l'on appelle un cristal scintillant, nous allons y revenir, et la lumière réémise à l'intérieur de ce cristal scintillant est ensuite convertie en signal électrique dans une batterie d'appareils qu'on appelle des photomultiplicateurs. Le signal électrique recueilli in fine est ensuite traité pour construire l'image scintigraphique. Les caméras à semi-conducteurs, qui sont donc une génération de caméras qui arrive maintenant, eh bien, ont l'avantage de convertir le photogamma en signal électrique en un seul temps, et ceci grâce à l'utilisation des semi-conducteurs qui ont la capacité de convertir directement l'énergie gamma en paire électron-trou et de générer directement un signal électrique. Donc bien évidemment, le fait de n'avoir qu'une étape sur le plan physique par rapport à deux étapes successives permet d'améliorer les performances de détection et de construction de l'image. Les détecteurs basés sur le principe d'Anger dérivent à l'origine de l'utilisation de détecteurs dits simples, c'est-à-dire capables de détecter la radioactivité émise en un point entre guillemets, puisqu'il s'agit en fait d'un petit volume élémentaire placé en face du collimateur. Donc on voit bien là que le collimateur en plomb, vu ici en coupe, ne laisse arriver que les rayonnements gamma provenant d'une région très précise de l'espace. Et ensuite, ces rayons gamma, on le voit, sont convertis en lumière, et cette lumière est recueillie par un seul photomultiplicateur. Donc ce type de détecteur, dont on a un exemple visualisé sur la photographie, ce type de détecteur est extrêmement robuste, mais son inconvénient, c'est qu'il ne détecte la radioactivité qu'en un point, et que donc pour faire une image, il faut le déplacer point par point pour faire ce qu'on appelle un balayage de la source, ce qui, pour un organe de petit volume comme une glande thyroïde par exemple, est parfaitement réalisable, mais qui, pour faire des scintigraphies de zones plus vastes comme le cœur, les poumons ou, a fortiori, le corps entier, est extrêmement long, fastidieux et en pratique inutilisable. Donc, M. Anger a mis au point une gamma caméra qui permet de faire l'acquisition d'un volume plus ou moins grand. Et si la caméra d'Anger à l'origine avait un champ d'environ 20 cm, les caméras actuelles ont des champs de l'ordre de 50 cm. Donc, il faut pour cela utiliser toujours de la même façon un cristal scintillant, dont les dimensions sont de l'ordre donc de la cinquantaine de centimètres, et d'utiliser l'ensemble des interactions dans ce cristal pour faire l'image. Prenons un rayonnement gamma qui arrive dans ce cristal, eh bien, son énergie est absorbée, et la désexcitation des atomes du cristal, sur laquelle nous allons revenir, est à l'origine d'une émission de lumière, et de la même façon que précédemment, nous allons recueillir cette lumière avec non plus un, mais plusieurs photomultiplicateurs qui ont la propriété de convertir la lumière en signal électrique. En général, les photomultiplicateurs sont maintenus à distance du cristal scintillant par ce qu'on appelle un guide de lumière, ceci afin d'améliorer les performances du système. Le photon gamma représenté sur le schéma
est perpendiculaire au cristal de détection. Bien sûr, ceci n'est pas la règle générale. Les photons, nous l'avons vu, peuvent arriver de toutes les directions de l'espace. Si l'on veut être capable de localiser leur origine, il est nécessaire de sélectionner leur direction, et très généralement c'est la direction perpendiculaire au cristal qui est choisie, mais pas nécessairement. Et pour sélectionner ces photons, il faut utiliser un collimateur qui ne laisse passer que les photons gamma qui ont cette direction. Tout photon ayant une direction différente sera absorbé à l'intérieur du collimateur, tout au moins dans une certaine mesure, et ne sera donc pas détecté. Les signaux électriques recueillis par les photomultiplicateurs vont faire l'objet d'un double traitement. Tout d'abord, on en fait la somme, et ceci, on le verra, permettra, en mesurant le signal Z total, de quantifier l'énergie déposée dans le cristal. Et le deuxième traitement effectué sur ces impulsions électriques est d'en étudier la combinatoire en fonction des différents photomultiplicateurs, et ceci pour permettre de localiser l'endroit où s'est produite l'interaction à l'intérieur du cristal. Bien sûr, cette étape de localisation est indispensable si l'on veut faire l'image de distribution de la molécule. Voici représenté un type de E-gamma caméra d'Anger. Sur la photo de droite, on voit une tête de caméra en gros plan. Sur l'image de gauche, il y a en réalité deux détecteurs d'Anger. C'est ce qu'on appelle une caméra double tête. Ça, c'est pour rappeler que la radioactivité étant émise dans toutes les directions, si l'on a deux têtes, on peut simultanément réaliser deux images scintigraphiques sous des incidences différentes, alors qu'on a injecté, bien sûr, une seule fois la molécule au patient. Cette technique de scintigraphie a l'avantage de permettre de faire plusieurs images avec une seule injection, que ce soit plusieurs images dans plusieurs incidences et que ce soit plusieurs images au cours du temps. L'élément essentiel d'une caméra d'Anger, c'est donc le cristal scintillant qui constitue le détecteur à proprement parler. Détaillons un peu plus les propriétés de ce cristal scintillant. Il s'agit d'un scintillateur solide. Il existe aussi effectivement des scintillateurs liquides, mais pour les rayons gamma, on utilise un scintillateur solide qui convertit l'énergie gamma en énergie lumineuse. Bien sûr, ceci ne se réalise pas avec n'importe quel matériau, puisqu'il faut répondre à un certain cahier des charges. Tout d'abord, ce cristal scintillant doit avoir une densité élevée, autrement dit, être composé d'atomes de numéro atomique élevé, pour interagir de manière significative avec les photons gamma. De plus, le terme de scintillateur vient du fait que l'énergie absorbée par les atomes du scintillateur sera réémise sous forme de photons lumineux de fluorescence. Cette lumière réémise doit s'échapper du détecteur pour être enregistrée par les photomultiplicateurs, ce qui suppose que le cristal doit être transparent à sa propre lumière d'émission. Si l'on souhaite faire des caméras grand champ, comme nous l'avons vu, eh bien, les propriétés mécaniques de ce cristal scintillant doivent permettre son usinage sous forme de grande dimension. Il doit donc pouvoir être découpé, poli, sans s'effriter, sans se briser. Eh bien, le cristal scintillant le plus utilisé de très très loin, et même quasiment exclusivement utilisé dans les caméras d'Anger, est le iodure de sodium dopé au thallium. Nous reviendrons sur cette notion de dopage au thallium. Le détecteur lui-même est constitué de iodure de sodium,
Et bien sûr, ce sont les atomes d'iode avec leur numéro atomique de 127 qui constituent l'élément sensible du détecteur. Les autres cristaux peuvent être envisagés, mais ont en général des propriétés, pour un coût plus élevé, qui n'égalent pas celles du iodure de sodium. Le seul avantage de ces autres cristaux, et à l'avenir les mosaïques de semi-conducteurs comme on l'a vu, c'est que le iodure de sodium a des limitations en énergie. Il perd beaucoup de ses performances au-delà de photons gamma de plus de 300 kV. Et donc, pour notamment les caméras à positons, où il s'agira de détecter des photons de 511 keV d'annihilation, on a recours à d'autres cristaux. L'avenir concernant les mosaïques de semi-conducteurs, on l'a vu, c'est de réaliser des caméras de nouvelle génération basées sur un tout autre principe. Le cristal scintillant, donc, est du iodure de sodium, et les propriétés de celui-ci sont tout d'abord une masse volumique relativement élevée. On a vu que c'était une première condition, ce qui fait qu'une fraction importante des rayonnements gamma, tant qu'il n'excède pas 300 kV, sera absorbée à l'intérieur du cristal. La désexcitation des atomes d'iode par émission de photons lumineux de fluorescence se fait avec un rendement élevé, ce qu'on appelle le rendement lumineux du cristal. Et pour augmenter les performances du iodure de sodium, eh bien, on utilise ce que j'ai appelé précédemment le dopage au thallium, en introduisant des impuretés de thallium. J'ai mis le terme impureté entre guillemets parce que, bien évidemment, il ne s'agit pas véritablement d'impureté, dans la mesure où ces atomes de thallium sont placés volontairement et de manière contrôlée à l'intérieur du cristal. La lumière émise par l'iode, qui est une lumière ultraviolette, est absorbée par les atomes de thallium qui réémettent secondairement, également par fluorescence, une fraction constante sous forme de photons d'environ 3 électronvolts d'énergie, ce qui correspond à une longueur d'onde de 4150 angstroms. C'est donc toujours de la lumière ultraviolette dans le proche ultraviolet. Et le cristal est transparent à cette lumière. L'avantage du thallium, c'est que il évite le phénomène d'auto-absorption de la lumière dans le cristal. En effet, la lumière de fluorescence des atomes d'iode peut parfaitement, et ça se comprend, être réabsorbée par les atomes d'iode, auquel cas cette lumière est perdue. Les impuretés de thallium vont détourner en quelque sorte une partie de la lumière de fluorescence des atomes d'iode et la réémettre sous une forme, sous une énergie différente qui ne pourra plus être réabsorbée par les atomes d'iode. Elle pourrait toujours être réabsorbée par d'autres atomes de thallium, mais compte tenu du fait que les atomes de thallium sont très dispersés dans le cristal, ce phénomène se produit rarement. Donc, les impuretés de thallium augmentent le rendement lumineux du cristal. Le résultat de tout ça, c'est que bien qu'on utilise pour les photomultiplicateurs la lumière ultraviolette de photons de 3 électronvolts, eh bien, l'ensemble de ces étapes successives fait qu'il y a une perte importante, et alors que pour 1 kV, c'est-à-dire 1000 électronvolts, on attendrait plus de 330 photons lumineux de 3 électronvolts. En réalité, il n'en sera généré qu'une quarantaine, mais ceci est suffisant pour faire des images scintigraphiques. Et finalement, 30% seulement de la lumière générée est transmise au photomultiplicateur, ne serait-ce que pour des raisons géométriques. Il y a donc une énorme perte d'informations au cours de l'ensemble des processus. C'est pourquoi il est nécessaire d'utiliser des cristaux
à haut rendement lumineux et le iodure de sodium est celui qui possède le meilleur rendement lumineux. Il est important de bien comprendre ce qui se produit à l'intérieur du cristal scintillant. En effet, on fait souvent la confusion de penser que, puisqu'il y a un photon gamma incident qui arrive et qui interagit avec un atome d'iode, en général par effet photoélectrique, eh bien, il y a un phénomène d'ionisation, visualisé ici au niveau de ce qu'on a appelé l'interaction primaire. Il y a donc une ionisation d'un atome d'iode, et donc on pourrait penser qu'il y a des excitations de cet atome et émission d'un photon de fluorescence. On comprend mal donc comment est émise une grande quantité de lumière sous forme d'une multitude de photons de fluorescence. Eh bien, ce qui permet de comprendre, c'est que le photoélectron émis lors de l'interaction primaire a bien sûr une énergie très élevée, qui est voisine de l'énergie du photon gamma incident. Vous vous souvenez que l'énergie du photoélectron, c'est pratiquement l'énergie du photon incident, moins l'énergie de liaison de l'électron. Ce photoélectron primaire, généré par effet photoélectrique, mais ça pourrait être un électron Compton de la même façon, est responsable secondairement de l'excitation d'un très grand nombre d'atomes d'iode à proximité immédiate, et il y a donc un très grand nombre de photons réémis, de photons de fluorescence réémis par le très grand nombre d'atomes d'iode excités au voisinage immédiat de l'interaction primaire, ce qui fait que l'émission lumineuse de désexcitation des atomes d'iode peut être considérée comme ponctuelle. Ce phénomène d'excitation secondaire en cascade permet de comprendre comment le photon gamma incident est converti en un très grand nombre de photons lumineux de désexcitation. Une notion extrêmement importante, et en tout cas intéressante pour la conception des appareils, est la linéarité du phénomène. En effet, le nombre de photons lumineux réémis par fluorescence, par désexcitation des atomes d'iode dans le cristal, est proportionnel à l'énergie déposée par le photon gamma incident. Ceci est très important. Nous verrons plus loin que de ce fait, on est capable de mesurer, moyennant une étape d'étalonnage, l'énergie des photons gamma que l'on détecte. Il est aussi important de comprendre que aucun détecteur n'est parfait et qu'il y a notamment, lorsqu'on fait de la détection gamma avec un scintillateur solide, il y a une contradiction qu'il faut gérer qui est liée à l'épaisseur du cristal. Autrement dit, soit on privilégie la sensibilité de détection, soit on privilégie la résolution. Nous allons y revenir. Enfin, mentionnons que le cristal d'iodure de sodium a l'avantage d'être facilement usinable. Il a quand même des défauts, et notamment d'être très sensible à l'humidité et aux variations de température. Il est donc nécessaire de climatiser les locaux où on utilise des gamma caméras, et il est nécessaire que le cristal scintillant soit parfaitement emballé dans une enveloppe étanche, puisque la moindre prise d'humidité lui fait très rapidement perdre ses propriétés. Quoi qu'il en soit, les propriétés du iodure de sodium ont permis de construire des cristaux de plus en plus grands, et on dispose maintenant de caméras grand champ permettant d'explorer des régions de l'organisme de 40 sur 50, voire 60 cm environ. Alors revenons rapidement sur ce compromis lié à l'épaisseur du cristal qui va nous permettre de rappeler quelques notions importantes. Vous vous souvenez de la loi d'atténuation des photons gamma dans la matière, qui est une loi exponentielle décroissante en fonction de l'épaisseur traversée. Eh bien, ceci veut dire que pour augmenter la sensibilité de la caméra, c'est-à-dire le taux de photons détectés,
on imagine facilement qu'il est nécessaire d'augmenter l'épaisseur du cristal. Plus on utilisera un cristal épais, plus on sera capable d'arrêter un grand nombre de photons. Donc par rapport au cristal qui est représenté ici, eh bien, imaginons d'utiliser un cristal plus épais. Si on double l'épaisseur du cristal, on va bien sûr augmenter la détection et la sensibilité du système. Mais ce qui est représenté sur ces deux schémas, c'est que si on augmente l'épaisseur du cristal, on peut faire varier beaucoup plus ce qu'on appelle la profondeur d'interaction du photon, qui peut interagir soit tout de suite après sa pénétration dans le cristal, soit plus en profondeur dans celui-ci. Et plus le cristal est épais, plus cette variation de profondeur d'interaction sera grande. Eh bien, ce qui est représenté là, c'est que de ce fait, la distribution de la lumière de fluorescence émise au niveau de la face arrière du cristal, c'est-à-dire au niveau des photomultiplicateurs, cette distribution lumineuse sera d'autant plus variable que le cristal sera plus épais. Et donc la localisation des événements sera moins bonne, et donc la résolution spatiale des images sera moins bonne. C'est pour ça qu'on parlait de compromis entre la sensibilité de détection et la résolution spatiale. De plus, avec un cristal épais, on favorise un autre phénomène qui est, en cas de diffusion Compton, le photon secondaire, le photon de diffusion, qui pourrait, si le cristal était mince, s'échapper le plus souvent, a ici une probabilité non négligeable d'être lui-même réabsorbé ou de donner lieu à un phénomène de diffusion Compton. Et donc finalement, en cas de diffusion, alors que avec un cristal mince, le photon diffusé s'échappe ou générera une énergie moindre, nous y reviendrons plus loin, ici par absorption en cascade, eh bien on peut avoir une pseudo-absorption totale, et le système l'interprétera comme un effet photoélectrique, mais on voit bien que là, la distribution lumineuse est totalement erronée par rapport au phénomène que l'on veut enregistrer. Donc, cristal épais égale sensibilité accrue. C'est ce qu'on fera avec les photons très énergétiques de l'iode 131 par exemple, mais c'est au détriment de la résolution spatiale des images, et la tendance actuelle est d'utiliser plutôt des cristaux de faible épaisseur. Nous avons donc jusqu'ici envisagé comment le photon gamma était converti en lumière. Il faut maintenant envisager la seconde étape, c'est-à-dire la conversion de cette lumière en signaux électriques. Ceci est réalisé au niveau de ce qu'on appelle les photomultiplicateurs. Ceux-ci convertissent donc l'énergie lumineuse venant du cristal en signal électrique. Et là encore, il faut insister sur le fait que l'amplitude de l'impulsion électrique recueillie est proportionnelle à la quantité de lumière reçue. Et comme on a dit tout à l'heure que cette quantité de lumière était elle-même proportionnelle à l'énergie déposée dans le cristal, eh bien, on aura finalement un signal électrique proportionnel à l'énergie déposée par le photon gamma. Cette proportionnalité entre le signal électrique, l'amplitude de l'impulsion électrique et l'énergie des photons incidents est fondamentale, puisque c'est ce qui permettra, on le verra plus loin, de mesurer l'énergie des photons que l'on enregistre. Il faut bien préciser là qu'il s'agit du signal électrique qui est la somme de tous les signaux venant de tous les photomultiplicateurs. Alors comment c'est fait un photomultiplicateur? Eh bien, il s'agit ici schématisé d'un tube de verre dans lequel on a fait un vide extrêmement poussé, on verra pourquoi, et la face avant de ce tube est recouverte d'un film métallique qu'on appelle la photocathode, et c'est cette photocathode qui est dirigée vers le cristal scintillant, et c'est sur cette photocathode qu'arrive la lumière
ultraviolettes réémises par le cristal. Et puis on a à l'intérieur du tube une série de dinodes qui jouent à la fois le rôle de cathode et d'anode, on va le voir. Et en sortie arrière du photomultiplicateur, on a l'anode de collection des signaux. Alors, imaginons un photon lumineux qui arrive sur la photocathode. Ce photon lumineux a une faible énergie, mais comme on est ici dans un milieu métallique avec des électrons très peu liés, eh bien ce photon lumineux, c'est le principe de la cellule photoélectrique, arrache un électron au film métallique. Si on ne fait rien, cet électron va immédiatement se recombiner avec le métal. Mais si on applique au niveau de la première dynode une haute tension et même une très haute tension, à ce moment-là, comme vous vous souvenez, on a fait le vide à l'intérieur du tube, l'électron arraché est accéléré et vient percuter la première dynode à laquelle on a appliqué un potentiel positif. En percutant la dynode, cet électron va arracher d'autres électrons. Ces électrons sont eux-mêmes accélérés vers une deuxième dynode dont la disposition géométrique est bien sûr extrêmement précise et qui est elle-même portée à un potentiel électrique plus élevé que la première. Ces électrons vont en arracher d'autres sur une troisième dynode et puis ainsi de suite. Et on a un effet d'amplification successive du flux d'électrons qui finalement génère au niveau de l'anode une quantité de collection d'électrons qui représente une véritable impulsion électrique. Et on a donc réussi à faire ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire convertir de la lumière en signal électrique mesurable. À la sortie du photomultiplicateur, on a donc une impulsion électrique de l'ordre du millivolt. Dans les premières gamma caméras de M. Anger, il y avait 7 photomultiplicateurs, un central et une couronne de 6. Et bien sûr, en augmentant le champ des caméras, on est passé à un nombre croissant de photomultiplicateurs. Les caméras actuelles en comportent environ une centaine. L'objectif est bien sûr de couvrir tout le cristal de la façon la plus uniforme possible, mais aussi de permettre la localisation des interactions. En effet, on a dit que c'était la somme de tous les signaux électriques venant de tous les photomultiplicateurs qui étaient proportionnels à l'énergie lumineuse, mais vous vous souvenez tout au début, si vous retournez au schéma général de la gamma caméra, on a dit que l'étude de la combinatoire des différents signaux des différents photomultiplicateurs allait permettre la localisation de l'interaction. Voilà à quoi ressemblent des photomultiplicateurs, vus de face dans les images du haut et vus de profil dans l'image du bas. La hauteur est de l'ordre d'une dizaine de centimètres. Vous voyez qu'il existe des photomultiplicateurs ronds et puis les photomultiplicateurs actuels ont une fenêtre de type hexagonal, ceci afin d'assurer une meilleure couverture du cristal. Dans certaines caméras, et notamment les caméras à positons que nous verrons plus loin, il existe aussi des photomultiplicateurs carrés. Le coût de ces photomultiplicateurs est élevé, et il est d'autant plus élevé qu'on les miniaturise. C'est pourquoi cette miniaturisation a ses limites. De plus, si on miniaturise les photomultiplicateurs, on en aura un très grand nombre, et la gestion d'un très grand nombre de photomultiplicateurs devient beaucoup plus compliquée sur le plan électronique. Voilà comment sont disposés dans une tête de caméra, ici une tête ronde, et on distingue sur la droite une tête rectangulaire, la façon dont ces photomultiplicateurs sont disposés pour couvrir au mieux la surface du cristal qui, bien sûr, ici n'est encore pas disposée. Il s'agit de têtes de caméra en cours de montage.
Voyons donc comment, après avoir détecté les photons gamma, on peut les localiser pour réaliser des images scintigraphiques. Eh bien, pour faire une image scintigraphique, il y a deux choses à faire. La première, vous vous en souvenez, c'est d'être capable de dire d'où vient, de quelle direction vient le photon gamma détecté dans le cristal. Et comme on n'est pas capable de mesurer la direction des photons, la seule solution, c'est de sélectionner une direction privilégiée, et ceci est réalisé au moyen d'un collimateur qui ne laissera passer, tout au moins en principe, que les photons ayant une direction bien précise, en général la direction perpendiculaire au cristal. Et puis dans un deuxième temps, l'interaction s'étant produite à l'intérieur du cristal, il faut localiser les coordonnées de cette interaction dans le cristal, et ceci est fait par les photomultiplicateurs et le circuit de localisation. Alors, première étape, le collimateur. Eh bien, c'est l'équivalent de ce qu'on fait avec l'objectif d'un appareil photo, où pour réaliser l'image des photons lumineux sur la pellicule, on fait converger en un même point image tous les photons émis en un point objet. Ceci se fait avec un jeu de lentilles, dont l'ajustement constitue ce qu'on appelle la mise au point. Le problème, c'est que ce qu'on peut faire avec des photons optiques, on ne peut pas le faire avec des photons X et gamma, qui ont une énergie beaucoup trop élevée pour pouvoir être déviés par un jeu de lentilles. C'est pourquoi on se contente, entre guillemets, parce que c'est très pénalisant, d'éliminer tous les photons qui n'ont pas la direction souhaitée. Donc voilà le principe, c'est qu'on intercale ce collimateur entre la source et le cristal, et vous voyez que ici on a représenté que les photons qui ont la bonne direction, qui franchissent donc les trous du collimateur. En effet, un collimateur, c'est une plaque de plomb ou de tungstène percée de trous dont la direction est celle que l'on souhaite pour la sélection des photons. Donc le collimateur le plus souvent utilisé est un collimateur à trous parallèles, et ces trous sont perpendiculaires au cristal. Mais il existe des collimateurs soit convergents, soit divergents. À ce moment-là, les calculs seront plus complexes pour localiser les événements. Donc cette étape de collimation est indispensable, sinon on ne peut pas savoir d'où viennent les photons que l'on enregistre. Par contre, on comprend bien qu'elle va pénaliser beaucoup le rendement de détection, puisqu'on va arrêter les photons qui n'ont pas la bonne direction, mais on va aussi arrêter des photons utiles qui vont être absorbés dans les septa du collimateur, c'est-à-dire les parois de plomb qui séparent les différents trous. Et donc, en fait, eh bien, on ne recueille que 1/10 des photons émis à travers le collimateur. Donc le collimateur est un instrument indispensable, mais qui va beaucoup pénaliser le rendement de détection. Il existe différents types de collimateurs, définis par ce qu'on appelle leur fonction de projection. Nous allons en voir rapidement quelques exemples. Voici à quoi ressemble un collimateur. C'est une plaque de plomb, donc percée de trous, ronds ou hexagonaux. Maintenant, les trous sont plutôt hexagonaux. Ici, c'est un vieux collimateur. Les collimateurs modernes sont recouverts d'une plaque protectrice d'aluminium et on ne peut pas en voir les trous. Voilà, en plus gros plan. Bon, simplement, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que la dimension de tous ces trous doit être très très reproductible, à la fraction de millimètre près, pour donner une image uniforme. Donc un collimateur est quelque chose qui est compliqué à usiner et qui revient relativement cher. Voilà ce qu'on peut schématiser concernant les différents types de collimateurs. En gros, pour faire simple, on peut jouer sur la taille des trous, c'est-à-dire leur diamètre, et puis sur l'épaisseur des septa, qui sont les cloisons de plomb qui séparent les trous. Donc on peut avoir des septa plus ou moins épais, des trous de plus ou moins grand diamètre, et bien sûr,
la combinaison de ces deux paramètres, ce sera le nombre de trous par unité de surface. Vous avez tout d'abord l'explication du fait que l'on préfère des trous de géométrie hexagonale par rapport au collimateur qui est représenté en haut à gauche avec des trous ronds, où on voit bien que l'épaisseur des septa est inconstante. Avec des trous hexagonaux, l'épaisseur des septa est toujours la même. Lorsqu'on utilise des septa minces et des trous de faible diamètre, eh bien, on aura un grand nombre de trous par unité de surface. On aura donc, et ceci n'est utilisable que pour les photons de basse énergie, des photons de très haute résolution, puisque la direction des photons sera beaucoup plus fine. A l'inverse, si l'on a des trous de plus grand diamètre, avec des septa fins, on aura toujours, pour les basses énergies, des collimateurs de haute sensibilité, marqué ici BEHS, basse énergie, haute sensibilité. Bien sûr, le fait d'avoir des trous de plus grand calibre laisse passer beaucoup plus de photons, d'où la haute sensibilité, mais ceci se fera au détriment de la résolution spatiale. Lorsqu'on a des trous de calibre relativement grand et des septa d'épaisseur moyenne, eh bien on a ce qu'on appelle le collimateur d'usage courant, qui aura une sensibilité et une résolution correctes, mais ni l'une ni l'autre n'étant très performante. Et c'est ce qui est utilisé pour la plupart des examens scintigraphiques. Tous ces collimateurs, privilégiant soit la sensibilité, soit la résolution, ne sont utilisables que pour des énergies gamma faibles, de l'ordre de 100 à 200 kV, et c'est notamment l'énergie du technétium 99M très utilisée, qui a une énergie de 143 kV. Lorsqu'on a affaire à des photons de plus haute énergie, si on veut être efficace pour arrêter les photons qui n'ont pas la direction adéquate, il est nécessaire de renforcer l'épaisseur des septa, et si on ne veut pas perdre trop en sensibilité et en résolution spatiale, il faudra avoir des trous de diamètre relativement élevé. On aura donc pratiquement un seul modèle possible de collimateur, qui est donc appelé le collimateur haute énergie, qui a à la fois une résolution médiocre et une sensibilité médiocre, mais qui est la seule solution lorsqu'on utilise par exemple l'iode 131 dont les photons font 364 kV. Donc vous avez ici résumé l'ensemble des phénomènes que nous avons envisagés. À partir de la source qui est le patient, des photons gamma sont émis dans toutes les directions. On ne recueille que ceux qui ont la direction voulue, ici perpendiculaire au cristal, grâce au collimateur. À l'intérieur du cristal, l'énergie des photons gamma est convertie en énergie lumineuse, recueillie par la batterie de photomultiplicateurs, qui à la fois permet de quantifier l'énergie et de localiser les événements. Donc jusqu'ici, on a réussi à construire une image scintigraphique à partir des émissions gamma à l'intérieur du patient. Voyons rapidement comment l'utilisation de la batterie de photomultiplicateur permet de localiser les coordonnées de l'interaction du photon gamma dans le cristal. Eh bien, chaque photomultiplicateur génère un signal qui est proportionnel à la lumière enregistrée par ce photomultiplicateur. Et donc, la distribution de l'amplitude des impulsions des différents photomultiplicateurs va permettre de localiser les coordonnées du point d'interaction. Je vous rappelle qu'on a disposé un grand nombre de photomultiplicateurs pour couvrir l'ensemble du cristal. On a, selon les directions X et Y, la possibilité, en cas d'émission lumineuse, prenons ici une interaction qui se produit en un point donné, on voit bien qu'un certain nombre de photomultiplicateurs sont concernés par le recueil de lumière et vont générer des impulsions électriques, alors que
une autre interaction située dans une autre région du cristal va générer des signaux électriques dans d'autres photomultiplicateurs. Eh bien, pour chaque point d'impact, selon les coordonnées X et Y, pour chaque point d'impact, il est clair qu'on aura une combinaison de signaux électriques venant des différents photomultiplicateurs qui est unique et qui, traité par un circuit de localisation, permettra de calculer X et Y. Il reste un problème essentiel qui est, vous vous souvenez, le problème du rayonnement diffusé. Au début, nous avons envisagé deux problèmes à résoudre, la localisation des photons détectés, et ça on l'a vu, c'est réalisé par le collimateur plus le circuit de localisation combinant les signaux des différents PM. Et le deuxième problème envisagé au début, c'était le fait qu'à l'intérieur du patient vont se produire des diffusions Compton et que donc sont générés des photons diffusés qui peuvent tout à fait avoir la direction adéquate, donc vont franchir le collimateur et vont arriver dans le cristal scintillant. Bien sûr, ces rayonnements diffusés, ces photons diffusés correspondent à de l'information erronée et il est nécessaire de les éliminer. Eh bien, la seule façon d'éliminer les photons diffusés, c'est d'utiliser le fait que, et pour ça il faut se référer à l'effet Compton, tel que nous l'avons étudié précédemment, le photon diffusé a une énergie moindre que les photons directs, puisque au cours de la diffusion Compton, une partie de l'énergie est communiquée à un électron. Eh bien, c'est cette propriété basée sur la mesure de l'énergie qui est utilisée pour éliminer le rayonnement diffusé. Voyons donc ce qu'on appelle le spectre d'énergie des photons gamma. Ceci est pour rappeler le schéma où l'on voit que le photon diffusé renseigne non pas sur un centre d'émission mais sur un centre de diffusion et que bien sûr, par rapport à l'information recherchée, ce phénomène de diffusion est un phénomène parasite. Avant de parler du spectre en énergie, rappelons aussi qu'il ne faut pas confondre la collimation avec l'élimination du diffusé. Voilà un photon direct, émis dans la bonne direction, qui franchit le collimateur. Voilà un photon émis dans une mauvaise direction, qui est absorbé à l'intérieur du patient. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'atténuation. Ceci correspond simplement à de l'information perdue. Voici un phénomène de diffusion Compton à l'intérieur du patient. Le photon diffusé a une mauvaise direction et s'échappe et ne sera donc pas détecté. Et puis voilà ce qui nous embête, c'est lorsque un photon primaire diffuse et que le photon diffusé a la direction pour franchir le collimateur. Et là, si on veut l'éliminer, eh bien, il est nécessaire de jouer sur l'énergie. Alors voilà comment on peut représenter le spectre théorique de détection des photons gamma dans le cristal. Il s'agit là uniquement du spectre des photons primaires. On envisagera ensuite le phénomène de photons diffusés. Ce spectre théorique, normalement dans le cristal de iodure de sodium, c'est l'effet photoélectrique qui est privilégié puisqu'on est dans un milieu de numéro atomique élevé. Et donc, on aura, c'est ce qui est sur la droite, un pic photoélectrique qui est le pic d'absorption totale qui correspond au plus grand nombre de photons enregistrés par absorption totale. À l'intérieur du cristal, on peut quand même avoir des phénomènes de diffusion Compton, et vous vous souvenez que ce qui est enregistré dans le cristal, c'est l'énergie communiquée à un électron d'un atome d'iode. Les électrons Compton peuvent avoir une énergie qui va de 0
entre guillemets, en cas de choc tangentiel, vous vous souvenez, jusqu'à l'énergie maximale communiquée à l'électron. Je vous renvoie aux formules qui permettent de calculer cette énergie maximale. Et puis, en cas de choc frontal du photon avec l'électron, on a donc une énergie maximale communiquée à l'électron, et la différence avec l'énergie d'absorption totale, c'est la valeur du photon rétrodiffusé. Et cette valeur du photon rétrodiffusé explique l'existence entre le front Compton et le pic photoélectrique de ce qu'on appelle la vallée Compton. Ici, vous avez la même chose, détaillée un peu plus. En cas de choc tangentiel, l'énergie communiquée à l'électron est égale à 0. En cas de choc frontal, l'énergie communiquée par effet Compton a sa valeur maximale. Et en cas de choc quelconque, eh bien, l'énergie communiquée à l'électron est enregistrée quelque part entre 0 et le front Compton. Et la différence entre ce phénomène Compton et l'absorption totale par effet photoélectrique correspond à l'énergie du photon diffusé. Et ce sont ces photons diffusés dans le cristal qui sont perdus pour la détection. Envisageons maintenant non pas ce qui se passe dans le cristal, mais ce qui se passe dans la source. On va avoir à ce moment-là superposition au phénomène de détection des photons diffusés. Alors tout d'abord, comment est réalisé le spectre en énergie du détecteur par rapport au spectre théorique que nous avons vu? Eh bien, pour cela, on dispose d'une source radioactive pure, sans phénomène de diffusion, devant le détecteur, et on enregistre pendant un temps d'une certaine durée ce qui se produit dans le détecteur. On va donc reporter le nombre d'événements par unité de temps en fonction de l'énergie des photons. Alors, comme en réalité, ce qu'on recueille, ce sont des impulsions électriques, le détecteur est étalonné en millivolts et on divise l'échelle des abscisses en intervalles d'amplitude électrique que l'on appelle des canaux. Plus l'appareillage est performant, plus ces canaux sont étroits et de l'ordre, par exemple, de la dizaine de millivolts ou du millivolt ou de la fraction de millivolt. Dans chaque canal, on recueille des impulsions électriques proportionnelles à l'énergie, et donc moyennant un procédé d'étalonnage, chaque canal pourra être gradué en énergie, c'est-à-dire en kiloélectronvolts. Et dans chaque canal, on va, grâce à l'électronique, compter les impulsions électriques qui correspondent à la valeur du canal. Voilà ce qui se passe au cours du temps. On a une accumulation d'événements dans chaque canal. Et si on fait une acquisition suffisamment longue, on finit par observer un pic, mais qui, contrairement au spectre théorique, a une certaine largeur. Et puis, dans la zone Compton, on a également un certain nombre d'événements enregistrés. Ce qui se passe, c'est que vous le voyez, au lieu d'avoir un pic étroit, une raie au niveau de l'énergie des photons par effet photoélectrique, on a un pic d'une certaine largeur qui est lié à l'imprécision de la mesure et qui est lié à ce qu'on appelle la résolution en énergie du système. De la même façon, le front Compton est mesuré avec un certain degré d'imprécision, ce qui explique que la vallée Compton, qui devrait être vide de tout événement, eh bien, sera parasitée à la fois par des événements du pic électrique et par des événements du front Compton. Ceci, encore une fois, concerne une source sans rayonnement diffusé. C'est obtenu avec une source dite ponctuelle, où on a à la fois les absorptions totales par effet photoélectrique et les diffusions Compton
dans le détecteur. Si on rajoute maintenant les phénomènes de diffusion à l'intérieur du patient, eh bien, on voit que ici, les photons diffusés peuvent revêtir une énergie qui va de 0 en cas de choc tangentiel jusqu'à l'énergie maximale communiquée à l'électron par effet Compton, c'est-à-dire l'énergie minimale des photons diffusés. Donc les photons diffusés qui viennent du patient vont varier entre une énergie minimale qui est l'énergie des photons rétrodiffusés, jusqu'à une énergie maximale qui est quasiment égale à celle des photons primaires. Par rapport à notre spectre de détection, on va avoir donc la superposition de l'arrivée de tous ces photons diffusés issus du patient. Prenons une énergie quelconque de photons diffusés. Eh bien, ces photons diffusés peuvent être absorbés dans le cristal par effet photoélectrique ou par effet Compton, et on aura donc, pour chaque valeur de diffusion, un petit spectre de détection similaire au spectre de détection des photons primaires. Aussi pour une autre énergie de diffusée, et puis une autre, et puis encore une autre, etc. Et lorsque on fait la somme de tous ces rayonnements diffusés issus du patient, on conçoit qu'on a toute une gamme d'énergie dont les spectres d'absorption respectifs se superposent et viennent empiéter sur le pic d'absorption totale des photons primaires. On comprend donc bien pourquoi les photons Compton, les photons diffusés issus de la source, c'est-à-dire du patient, sont très délétères pour la réalisation de l'image scintigraphique. Pour s'affranchir de ce photon diffusé, eh bien, on va donc sélectionner l'énergie des photons enregistrés en utilisant ce qu'on appelle une fenêtre de détection. On va utiliser tout d'abord un seuil inférieur qui est le plus important. Et là, on voit qu'en fonction du choix de ce seuil inférieur, on va conserver plus ou moins du pic photoélectrique et éliminer plus ou moins du photon diffusé. Ça dépend de ce qu'on veut faire, mais dans tous les cas, il n'y a pas possibilité de s'affranchir totalement du rayonnement diffusé, et c'est l'un des problèmes majeurs en imagerie scintigraphique. On utilise aussi un seuil supérieur qui, lui, n'est pas là pour s'affranchir du rayonnement diffusé, mais s'affranchir des rayonnements cosmiques de plus haute énergie. Et donc on ne conservera que les informations détectées dans la fenêtre spectrométrique choisie, qui est le meilleur compromis possible entre la détection des photons primaires et la meilleure élimination possible du rayonnement diffusé, mais qui n'est pas possible en totalité. Donc cette spectrométrie gamma est extrêmement précieuse parce que l'utilisation de la fenêtre spectrométrique permet d'éliminer le flou dû au rayonnement diffusé. Mais malheureusement, on ne peut pas l'éliminer totalement. Et la spectrométrie gamma est donc essentielle pour enregistrer les centres d'émission, qui est l'information utile, en éliminant au maximum les photons provenant de centres de diffusion à l'intérieur du patient. Ceci dit, il faut préciser maintenant que lorsqu'on utilise une gamma caméra, eh bien, il y a nécessairement des inconvénients liés à cette mauvaise résolution en énergie et au phénomène de diffusion. Tout d'abord, et pour expliquer que la qualité des images scintigraphiques soit relativement médiocre, il faut rappeler qu'on a une quantité d'informations limitée, que de plus on perd beaucoup de photons gamma émis par atténuation, par diffusion, et puis vous vous souvenez ensuite que le rendement lumineux dans le cristal est limité, et que entre-temps on a arrêté un bon nombre de photons avec le collimateur. Par conséquent,
cette mauvaise statistique d'information, ce qu'on appelle la statistique de comptage, explique que le signal scintigraphique est extrêmement bruité parce que soumis à des fluctuations statistiques importantes. De plus, la résolution en énergie du détecteur n'étant que de l'ordre de 10 à 15%, eh bien, on ne peut pas s'affranchir complètement du diffusé et on a vu les inconvénients que ça avait. Le résultat de tout ça, c'est que la résolution spatiale des images scintigraphiques est relativement médiocre, de l'ordre du centimètre, sans comparaison avec ce qu'on est capable de faire en imagerie radiologique. Donc, on peut maintenant voir l'ensemble des phénomènes de construction d'une image scintigraphique. Les photons n'ayant pas la bonne direction sont arrêtés par le collimateur. Les photons primaires qui ont la bonne direction sont enregistrés et localisés par le système. Et enfin, les photons diffusés seront éliminés par l'analyse spectrométrique. Ici, ce photon interagira dans le cristal, bien sûr, va donner de la lumière, mais son énergie étant inférieure à la fenêtre spectrométrique, il ne sera pas comptabilisé dans l'image. Alors, pour vous montrer que malgré tout ça, l'imagerie scintigraphique, ça fonctionne, voici ici l'image de l'activité squelettique d'un patient qui a de multiples métastases osseuses d'un cancer de la prostate. Et vous voyez qu'avec une molécule appropriée qui se fixe sur les zones d'hyperremodelage osseux, on est parfaitement capable de visualiser avec une précision satisfaisante les différentes localisations métastatiques osseuses chez ce malheureux patient. Lorsqu'on utilise maintenant des molécules marquées avec des émetteurs de positons, eh bien, il y a beaucoup de différences avec la caméra d'Anger. On n'est plus du tout dans les mêmes conditions. Par contre, la philosophie reste la même, c'est-à-dire qu'on cherche toujours à localiser le radiopharmaceutique à l'intérieur du patient. Les émetteurs de positons, vous vous souvenez, c'est un proton qui se transforme lors de la transformation du noyau en un neutron avec émission d'un positon et d'un neutrino. Bien sûr, ce n'est pas le positon qu'on va détecter, donc le terme de caméra à positon prête à confusion. L'émetteur de positons le plus utilisé, c'est le fluor 18. Le positon parcourt quelques millimètres dans la matière, et ce n'est pas le positon donc qu'on enregistre avec la caméra, bien sûr, mais les photons d'annihilation qui résultent de la rencontre de ce positon lorsqu'il est à l'arrêt, c'est-à-dire à sa neutralité thermique, avec un électron du milieu, c'est-à-dire un électron à l'intérieur du patient. Cette annihilation, vous vous en souvenez, génère deux photons de 511 kV, 511 kV étant l'équivalent énergétique de la masse d'un électron, et ces deux photons sont émis à 180 degrés. Eh bien, on utilise cette propriété d'émission à 180 degrés simultanée de deux photons de 511 keV pour détecter l'événement qui nous intéresse. Les émetteurs de positons, historiquement, sont le carbone 11, l'azote 13 et l'oxygène 15, mais qui ont, vous le voyez, des périodes extrêmement courtes. Et ce qui a rendu possible l'utilisation des caméras à positons en clinique, c'est l'apparition du fluor 18, qui a une période de 110 minutes. Les cristaux pour la détection des positons, on le voit, sont en fait des cristaux pour la détection des photons de 511 kV. Vous vous souvenez que le iodure de sodium des caméras d'Anger est performant jusqu'à 300 kV. Donc pour 511 kV, ce cristal n'est pas performant du tout. Donc il est nécessaire de recourir à d'autres cristaux. Et vous voyez qu'on a souligné ici
l'orthosilicate de lutécium en bleu et l'orthosilicate de gadolinium en rouge, qui sont les cristaux maintenant les plus utilisés. Anciennement, on utilisait le germanate de bismuth, BGO. Alors pourquoi on utilise plutôt ces cristaux? Eh bien parce qu'ils ont des densités beaucoup plus grandes que le NaI. Et puis, ils ont un rendement lumineux qui est moindre que le NaI, mais par contre, ils ont ce qu'on appelle des constantes de décroissance beaucoup plus rapides. Et ça, c'est important parce que comme on va détecter en coïncidence les deux photons de 511 keV, il est nécessaire que l'émission lumineuse soit très rapide. Vous voyez dans la troisième colonne que l'intensité d'émission relative, qui est de 100% comme valeur de référence pour le NaI, qui reste le meilleur cristal, je vous l'avais dit, est de 30% seulement par rapport au NaI pour le GSO et de 75% pour le LSO. Le LSO a une constante de décroissance de 40 nanosecondes. Le GSO, c'est similaire avec 60 nanosecondes. Donc, a priori, le LSO est meilleur, mais le GSO a une meilleure résolution en énergie. Or, on aura les mêmes problèmes d'élimination du rayonnement diffusé. Donc, ces cristaux se valent. Les autres sont là pour mémoire, parce que pour des raisons diverses, ils n'ont pas été retenus d'un point de vue technologique. Voilà donc l'explication du fait que le GSO ou le LSO ou le BGO sont préférables au NaI pour des photons de 511 keV, c'est qu'ils ont une densité en grammes par centimètre cube qui est environ le double de celle du NaI. La caméra à positons, dite caméra TEP pour tomographie d'émission de positons, eh bien, son principe, c'est qu'on utilise des couronnes de détecteurs tout autour du patient, dont l'élément de base est un bloc détecteur qui est constitué d'un assemblage de monocristaux couplés à des photomultiplicateurs. Les premières générations de caméras utilisaient des blocs de 8 sur 8, et maintenant, on a très souvent des blocs de l'ordre de 13-13, donc 169 cristaux couplés à 4 photomultiplicateurs. Et le principe, c'est de détecter les photons en coïncidence, c'est-à-dire que va enregistrer les deux photons dans deux détecteurs différents, dans un intervalle de temps extrêmement bref, qui est de 6 nanosecondes, voire 4 nanosecondes dans les caméras actuelles. Donc voici représenté en coupe le patient avec des molécules radioactives qui émettent des paires de photons de 511 keV. Et vous voyez que l'anneau de détecteur situé tout autour du patient permet l'acquisition simultanée dans toutes les directions d'un grand nombre d'événements. On n'a donc pas besoin d'un collimateur mécanique comme pour les caméras d'Anger. On fait ce qu'on appelle de la collimation électronique et on détecte les événements dans toutes les directions simultanément et pas dans une seule direction comme on le fait avec une gamma caméra. On est donc dans des conditions d'acquisition volumique. Voilà à quoi ressemble une caméra à positons. Si on enlève le capot, on visualise la couronne de détecteur et autour les très nombreuses cartes électroniques nécessaires bien sûr aux circuits de coïncidence qui permettent de mesurer les deux photons en simultanéité. Simultanéité entre guillemets, puisque ça n'est pas une simultanéité parfaite, mais c'est la détection dans un intervalle de temps de moins de 6 ou 4 nanosecondes. Un gros plan pour montrer que, effectivement, une caméra à positons est quelque chose de complexe. Les caméras à positons modernes comportent non pas une seule couronne de détecteurs, mais plusieurs, mises côte à côte, qui sont capables de travailler les unes avec les autres. Donc on détecte non seulement dans le plan d'une couronne, mais également dans les directions obliques, ce qui rend les calculs de reconstruction très complexes, mais augmente considérablement la sensibilité et la statistique de comptage. De plus, le fait d'utiliser plusieurs couronnes de détecteurs permet de faire des acquisitions corps entiers plus rapides, et
avec les caméras actuelles, on a un champ axial de 15 cm et on peut donc en 5 ou 6 ou 7 étapes réaliser une acquisition corps entier en déplaçant l'anneau de détecteur par des translations, ce qui fait qu'on peut assez rapidement, en l'espace de 15 à 20 minutes, faire l'acquisition depuis le crâne jusqu'à la moitié des cuisses, ce qui est en général suffisant pour une exploration en cancérologie. La tomographie d'émission de positons a beaucoup d'avantages, notamment l'absence de collimation mécanique. Il ne faut pas oublier qu'elle a néanmoins des limitations et que ça n'est pas forcément une meilleure technique que la scintigraphie gamma. La première limitation est liée à ce que nous avons vu, c'est-à-dire le parcours du positon avant son annihilation, ce qui génère un décalage entre l'origine de l'information, c'est-à-dire la localisation précise de la molécule radioactive, et les coordonnées du phénomène détecté. En fait, une caméra à positons, ça voit les phénomènes d'annihilation et pas les phénomènes d'émission du positon. Donc lorsque le parcours du positon est important, ça crée un décalage dans l'image. Et puis l'annihilation peut se produire avant l'arrêt complet du positon. Ceci n'est pas un phénomène exceptionnel, auquel cas les deux photons ne sont pas strictement émis à 180 degrés. Les constructeurs tiennent compte de ce phénomène qui est relativement marginal par rapport aux problèmes posés par le parcours du positon. De plus, en TEP, on a ce qu'on appelle des événements fortuits, c'est assez simple à comprendre. Ici, un événement génère une annihilation et donc deux photons de 511 keV. L'un est détecté, l'autre non. Donc c'est a priori un événement perdu. Mais si, dans l'intervalle de temps de la fenêtre de coïncidence, on a un autre phénomène d'annihilation, avec là encore un photon détecté mais pas l'autre, si ces deux photons issus d'événements différents sont détectés dans un laps de temps inférieur à la fenêtre de coïncidence, l'ordinateur va générer un événement qui n'existe pas en créant une ligne de coïncidence dite fortuite. Bien évidemment, ceci est un inconvénient majeur, mais il existe des possibilités de corriger ce phénomène au moment de la reconstruction des images. Et puis, et bien sûr, exactement comme pour l'imagerie gamma, il y a la possibilité de diffusion Compton. L'un des deux photons d'annihilation est absorbé, mais l'autre génère un phénomène de diffusion. Et là, on voit bien que si ce photon diffusé est capté par un détecteur, là encore, on va générer une ligne de coïncidence qui n'existe pas et inventer un événement qui n'existe pas. La façon d'éliminer ce phénomène, c'est là encore la spectrométrie gamma, avec une fenêtre en énergie centrée sur le pic de 511 keV, et bien sûr la résolution en énergie interviendra de la même façon qu'en imagerie gamma pour altérer les images. Voilà le genre d'image que peut produire la TEP. Pour vous donner un exemple avant de terminer ce cours, à gauche, vous avez l'imagerie obtenue avec un analogue du glucose marqué au fluor 18 qui montre l'hyperconsommation de glucose dans des localisations de lymphome malin non-hodgkinien. Et puis, vous avez sur l'image de droite les localisations au niveau du thorax d'un cancer bronchique et des ganglions envahis dans le médiastin par ce cancer bronchique. Bien sûr, ceci c'est pour illustrer, vous ne serez pas interrogé ni sur le lymphome ni sur le cancer bronchique lors de l'épreuve du concours. Voilà les flèches qui visualisent les localisations pathologiques. Attention, on voit aussi l'élimination rénale du produit, ce qui n'a rien de pathologique.